Le moteur de Ferrari 2026 sera le véritable indicateur pour déterminer si Ferrari pourra revenir en tête de la compétition. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment progresse le développement du nouveau moteur pour l'année prochaine. Nous devons également entendre les déclarations de Leclerc, qui s'est exprimé sur l'équipe ainsi que sur le roleplay de Frédéric Passé. Nous devons parler des indications données par Hamilton, de McLaren qui veut mettre en difficulté Red Bull, ainsi que du rôle de Rob Marshall, ancien Red Bull maintenant chez McLaren. Avant de commencer, n'oubliez pas de laisser un like, de soutenir la vidéo, et maintenant, voyons tout en détail. 2026 approche à grands pas, même s'il reste encore plus d'un an avant le début du nouveau cycle réglementaire, le paddock bouge déjà depuis un certain temps. Et entre doutes, paris et stratégie encore à déchiffrer, une certitude commence à émerger avec force. Le moteur Ferrari sera l'un des grands protagonistes du nouveau règlement technique. Un directeur ne se limite pas aux chiffres mais aussi aux choix concrets faits par les équipes clientes, parmi lesquelles figure l'une des nouveautés les plus attendues de la prochaine saison, à savoir Cadillac. Le changement de règlement prévu pour 2026 est l'un des plus radicaux des dernières années. Toute l'architecture de l'unité de puissance sera modifiée. Le moteur thermique restera le V6 turbo mais sera associé à un système hybride tièrement repensé. La composante électrique sera beaucoup plus puissante avec une récupération d'énergie renforcée, estimée à plus de 350 kW au total. L'utilisation de carburant entièrement durable sera obligatoire. Et dans ce nouveau scénario, l'efficacité de l'unité de puissance sera déterminante pour les performances. Et c'est ici que la partie intéressante arrive. Les équipes le savent très bien. Le risque est que la différence entre une unité de puissance compétitive et une qui ne l'est pas puisse condamner une équipe et la laisser hors de la zone des points même pour toute la saison. Un des éléments les plus intéressants en vue de 2026 est la collaboration technique entre Ferrari et Cadillac. La maison américaine, qui débute en Formule 1 en 2026, a choisi Maranello comme fournisseur pour sa première aventure dans le cirque. L'accord est connu depuis longtemps, mais des évaluations techniques sur son poids réel commencent également à émerger. James Hinchcliffe, ancien pilote d'IndyCar et aujourd'hui commentateur officiel de la Formule 1, a été très clair lors d'une récente interview. Il a déclaré qu'avec les moteurs Ferrari Cadillac, il pourrait surprendre dès la première année. Et puis ils auront aussi Checo Pérez, qui a déjà montré qu'il s'est gagné en Formule 1. Une déclaration forte qui place Ferrari non seulement comme l'équipe à battre, mais aussi comme un acteur central dans la grille 2026 à travers ses clients. Si le moteur est vraiment compétitif, Cadillac pourrait accélérer le rythme et s'insérer dans la lutte au centre du peloton ou même plus haut. En 2026, ce ne sera pas seulement l'année des grandes opportunités, mais aussi celle des grands risques. La dernière révolution hybride remonte à 2014, et il suffit de se rappeler à quel point Mercedes a dominé grâce à un avantage moteur pratiquement invincible pendant des années. Mais tout comme à l'époque, il y a aussi l'autre face de la médaille, les problèmes de fiabilité. Les nouvelles unités de puissance seront plus complexes et plus performantes, et devront fonctionner avec moins de carburant et une efficacité électrique accrue. Cela signifie que le risque de panne ou de dysfonctionnement redeviendra un facteur déterminant. Un aspect qui, pour ceux qui parviendront à concevoir un projet solide et robuste dès le départ, pourrait s'avérer un avantage énorme. Ferrari semble s'être préparé bien à l'avance pour être prête. Cependant, ces derniers mois, des voix discordantes ne se sont pas fait attendre. Certaines indiscrétions évoquaient un retard dans le développement de l'unité de puissance 2026. D'autres parlaient de l'absence de Maranello lors de certaines réunions techniques avec la fédération. Et certains analystes supposaient des difficultés à atteindre les objectifs d'efficacité énergétique. Pourtant, le choix de Cadillac de faire confiance au cheval semble confirmer la confiance dans le potentiel de ce moteur. La sensation est qu'à Ferrari, on travaille en silence. Loin des projecteurs pour éviter l'effet d'annonce déjà vu par le passé. Et si l'approche prudente payait vraiment, nous pourrions voir une unité de puissance Ferrari au sommet, non seulement en termes de performance absolue, mais aussi comme un équilibre entre puissance, consommation et fiabilité. Ce qui est la question clé, car il est important d'aller vite mais aussi de bien gérer la consommation et d'avoir un moteur fiable. Car tout zéro en saison se paie vraiment cher. Avec l'arrivée de nouvelles équipes clientes comme Cadillac, de nouvelles règles et probablement aussi de nouveaux scénarios politiques en Formule 1, 2026 s'annonce comme une saison de reset complet. Celui qui aura un moteur valable pourra construire autour de lui une monoplace compétitive. Celui qui échouera sur le front de l'unité de puissance sera contraint de courir après. Et avec la complexité des nouvelles réglementations, rattraper le retard en course sera presque impossible. Ferrari peut jouer un rôle clé non seulement en tant que constructeur direct mais aussi comme référence technique pour les équipes clientes. Et pour une équipe qui ne remporte pas de titre depuis plus de 15 ans, dominer avec son propre moteur serait un premier signe de rebond. En effet, le choix de Cadillac de faire confiance à Ferrari pour la construction de l'unité de puissance est un élément important. Cela signifie que Cadillac croit au projet Ferrari et pense que le moteur 2026 est compétitif. Sinon, elle aurait choisi tranquillement un autre motoriste comme Honda, Mercedes. Au contraire, elle a voulu Ferrari.
et nous savons que la nouvelle réglementation sera basée sur deux piliers importants: l'aérodynamique et le moteur. Jusqu'à présent, nous avons assisté à un moteur gelé dans cette ère, celle des voitures à effet de sol. À partir de l'année prochaine, le moteur sera un élément de développement pour les équipes. Ainsi, les équipes qui ont les meilleurs motoristes en interne, qui disposent du plus de marge de progression sur le moteur lui-même et qui parviennent à le rendre également fiable, auront un avantage énorme par rapport à la concurrence. Et Ferrari croit avoir cet avantage. Mais nous devons aussi entendre les paroles de Charles Leclerc sur le projet de Ferrari. Charles Leclerc n'est jamais banal lorsqu'il parle. Et cette fois encore, lors de la pause estivale du Mondial 2025, il a choisi d'aborder avec lucidité et fermeté 4 thèmes fondamentaux pour comprendre où se trouve réellement Ferrari aujourd'hui et où elle souhaite aller. Aucune déclaration en façade, aucun alibi, seulement une analyse technique et de leadership. Un message clair destiné à l'équipe, à la concurrence, et peut-être aussi à ceux qui, au sein de la Scuderia, continuent de chercher des réponses. Les points abordés sont cruciaux. Premièrement, la relation personnelle et professionnelle avec Frédéric Vasseur. Deuxièmement, la menace pour McLaren face à Red Bull en 2023. Et quatrièmement, la rivalité avec Lewis Hamilton et la vision d'équipe. Examinons-les un par un. En commençant par le premier, Leclerc ne mâche pas ses mots. Chaque changement dans une équipe de Formule 1 entraîne une période d'adaptation, a-t-il déclaré. Et dans ce sport, perdre du temps signifie perdre des points. Il en est bien conscient, lui qui a vécu la transition de Riva Bene à Binotto et maintenant la nouvelle ère avec Vasseur. Mais avec Fred, c'est différent. Leur relation est née chez Sauber en 2018, mais aujourd'hui, c'est quelque chose de plus. Une entente naturelle, mûrie avec le temps. Charles l'a décrit ainsi. Parfois, il n'est même pas nécessaire de parler pour se comprendre. Un niveau de synchronisation rare en Formule 1, où souvent, entre pilote et team principal, seules les formalités volent. Et c'est justement cette continuité managériale que Leclerc souhaite voir comme fondement indispensable pour ramener Ferrari au sommet. Fini les révolutions, il faut du temps, de la cohésion et une vision partagée. Sur le deuxième point, lorsqu'un pilote Ferrari affirme que la McLaren d'aujourd'hui est au niveau de la Red Bull 2023, cela signifie qu'à Maranello, ils sont pleinement conscients de la nouvelle hiérarchie dans la grille. La NCL39, selon Leclerc, n'a pas de point faible. Elle est solide dans tous les domaines, s'adapte à tous les circuits et à deux pilotes, Norris et Piastri, capables d'extraire chaque centième de seconde du potentiel technique. Et c'est ici que la critique arrive. En effet, Leclerc a déclaré qu'ils détruisent la concurrence parce qu'ils ont une continuité de résultats. Autrement dit, ils ne dépendent pas d'un seul génie, comme Red Bull avec Verstappen, mais d'un système parfaitement fonctionnel. Cette McLaren est dangereuse non seulement pour le titre des constructeurs, mais aussi pour l'estime de soi de Ferrari, qui se voit contrainte de poursuivre. Jusqu'à il y a 2 ans, ils se battaient pour entrer en Q3. Le point le plus technique abordé par Charles concerne justement la monoplace 2025, c'est-à-dire la SF25, pour laquelle après les mises à jour de mi-saison, on s'attendait à un tournant. Au lieu de cela, le saut en avant a été moindre que prévu. Leclerc dit clairement « Nous avons dû utiliser des réglages extrêmes pour la faire fonctionner ». Cela signifie 2 choses, la marge de manœuvre sur le réglage est très limitée et le paquet aérodynamique et mécanique n'offre pas de polyvalence sur toutes les pistes. Malgré cela, Leclerc affirme avoir tiré le maximum de la voiture à chaque week-end jusqu'à présent, mais cet équilibre instable a un prix que ceux qui ne parviennent pas à s'adapter souffrent. Et en effet, la performance du coéquipier Hamilton est implicite. La SF25 se conduit aux limites seulement si l'on a une confiance totale dans son instabilité. Et c'est justement ici que Leclerc a abordé le sujet le plus important, à savoir la relation avec Hamilton. Leclerc ne nie pas que le septuple champion du monde traverse une période difficile, mais il ne le fait pas pour le critiquer. Je comprends ses difficultés, dit Charles, mais je suis sûr qu'au 2e semestre, ses performances vont changer. Cette confiance est accompagnée d'une mission honnête. Évidemment, je veux le devancer, mais le bien de Ferrari passe avant tout. Une phrase qui vaut plus que 1000 déclarations de relations publiques, car dans une équipe comme Ferrari, où la pression interne peut user même les meilleurs, voire Vettel et Leclerc en 2019 par exemple, il est essentiel que la rivalité reste fonctionnelle et constructive. Et Leclerc aujourd'hui est bien plus qu'un simple pilote. Il connaît les limites du châssis, sait comment fonctionne la dynamique d'équipe, analyse ses rivaux et parle en connaissance de cause des choix de la direction faits chez Ferrari. Et même Vasseur, qui est désormais prêt pour une nouvelle prolongation chez Ferrari, a annoncé qu'il souhaite revenir gagner avec la rouge dans la seconde moitié de la saison 2025. Donner un premier signal avant le changement technique de l'année prochaine. Ces victoires sont beaucoup plus probables d'arriver d'abord avec Leclerc et Hamilton, parce que le monégasque se sent mieux avec la monoplace, et il sera intéressant de voir si la tendance de la première partie de la course en Hongrie cette année sera confirmée lors des prochaines courses, car à ce moment-là, Charles était au niveau des McLaren. Et ce n'est pas à exclure,
car lors du deuxième arrêt au stand, Leclerc a eu un problème avec la voiture, il a dû relever la monoplace pour éviter une usure excessive du fond, et donc nous verrons si Ferrari pourra ajuster le réglage pour les prochaines courses, nous pourrions retrouver une Ferrari en lutte pour la victoire. Peut-être déjà à Monza, qui est une piste très favorable ces dernières années à la rouge. Mais parlons aussi du rôle de Hamilton chez Ferrari aujourd'hui. Hamilton est plus le jeune affamé de 2007, mais reste un pilote expérimenté. Sa chute, s'il y en a eu une, est plus mentale que technique. Lewis vient d'une équipe comme Mercedes qu'il a choyée, soutenue et protégée pendant des années. Chez Ferrari, en revanche, il se trouve dans un environnement plus rigide, moins empathique et nettement moins fonctionnel, et lorsque le feeling manque, la performance en pâtit également. Cela a toujours été ainsi, même à l'époque de McLaren, Hamilton a besoin de stabilité émotionnelle et technique pour s'exprimer pleinement. C'est précisément pour cette raison que Sir Lewis a décidé de faire quelque chose de rare en Formule 1. Sortir de la cabine de pilotage et donner des indications aussi en dehors de la piste. Dossiers, suggestions, documents, appelez-les comme vous voulez. Le point est que Hamilton essaie de transférer à Maranello la culture opérationnelle gagnante de Mercedes, surtout dans les processus internes. Dans une équipe normale, celui qui vient de l'extérieur apporte des expériences, des méthodes et des solutions. Chez Ferrari, c'est plus difficile. Et c'est là que nous arrivons au point central. L'équipe de Maranello possède toujours une caractéristique qui la distingue de toutes les autres, les écuries de haut niveau. C'est le fait d'être autoréférente. Et cela est également confirmé par Gino Rosato, ancien figure clé au sein de l'équipe. Il a révélé une chose très importante. En effet, chez Lotus, le rapport était de 70% de travail et 30% de politique. Chez Ferrari, parfois, c'est 60% de politique et 40% de travail. Une déclaration qui pèse lourd car, si la structure interne est aussi enlisée dans la bureaucratie et les jeux de pouvoir, alors Hamilton ne suffira même pas à la changer. Une autre erreur lourde, déjà soulignée par de nombreux observateurs, est que Ferrari a laissé échapper Drenui. Une occasion en or, peut-être irrécupérable, qui aurait pu changer le destin de tout le projet 2026. Mais à la fin, comme c'est souvent le cas à Maranello, les dynamiques internes ont pris le dessus sur la vision technique. Et cela soulève un doute crucial. À Maranello, sont-ils vraiment prêts à faire confiance à quelqu'un qui vient de l'extérieur ? L'avenir proche sera décisif et avec les nouveaux règlements techniques, 2026 représente une étape cruciale. Le vrai défi sera la capacité de Ferrari à écouter Hamilton. Évidemment, il faut essayer de développer la voiture aussi performante que possible, mais il est important d'écouter la méthode de travail d'un septuple champion du monde, qui provient d'une équipe très victorieuse comme Mercedes. Donc, cette mentalité un peu fermée de Ferrari doit parfois être élargie. Il faut aussi écouter ceux qui viennent de l'extérieur, pas seulement ceux qui sont à l'intérieur. C'est ce que faisait aussi Jean Todt avec Michael Schumacher à l'époque des victoires en rouge. Ils ont construit une équipe à partir de zéro avec des éléments extérieurs intégrés à Ferrari. Et cela a conduit à la création de la meilleure équipe en Formule 1. Et Ferrari doit beaucoup aussi à Lewis Hamilton. En effet, examinons la question des gains. Alors que les résultats en piste restent en deçà des attentes, la Scuderia di Maranello encaisse un résultat bien plus concret en dehors des circuits. Grâce à l'arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari, ils ont généré 70 millions d'euros de revenus estimés uniquement en 2025. Grâce à l'effet commercial apporté par le septuple champion du monde. En 2018, l'ancien PDG de Ferrari, Luis Camilleri, a comparé Sébastien Vettel à Cristiano Ronaldo, réputé pour son arrivée spectaculaire à la Juventus. Mais si l'effet CR7 pour les Bianconeri s'est avéré un boomerang économique aggravé par le Covid, l'opération Hamilton est une toute autre histoire. Selon les estimations élaborées, la présence de Hamilton chez Ferrari a déjà généré 70 millions d'euros de plus rien qu'en 2025. Par le biais de nouvelles sponsorisations, de primes en Formule 1 et de licences. Et tout cela sans même avoir gagné un GP. Les chiffres officiels parlent de 313 à 396 millions en 6 mois. Entre le premier semestre 2024 avec 313 millions de revenus et le premier semestre 2025 avec 396 millions. Et une base annuelle estimée à plus 83 millions. 30 à 40 millions issus du meilleur classement en Formule 1. Ferrari seconde en 2024 par rapport à la 3e place en 2023. Et 40 à 50 millions grâce à de nouveaux partenariats commerciaux obtenus grâce à l'arrivée de Hamilton. Un nom en particulier est HP, qui est revenu en tant que sponsor principal de l'écurie après 3 ans d'absence. Juste avec l'annonce de l'opération Hamilton. Outre les sponsors, Hamilton n'est pas seulement un pilote, c'est une marque mondiale. Et cela a permis de vendre plus de produits dérivés. Et a permis une croissance estimée entre 20 et 30 millions d'euros. Avec diverses ventes de produits de marque, collaboration dans la mode. Et licence et exploitation de l'image pour des événements, la communication et des campagnes mondiales. Après 14 GP courus avec la SF25, les résultats sportifs ont été décevants, il faut le dire.
Et pourtant, la machine commerciale a bien bougé. Avec l'expansion de Ferrari sur des marchés comme les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Asie. Où Hamilton est une icône. Et nous avons observé une croissance commerciale de la part de Ferrari grâce à l'arrivée de Hamilton. Avec de nouveaux sponsors arrivés chez Ferrari. Des ventes accrues en ce qui concerne le merchandising à l'échelle mondiale. Mais nous voulons voir un Hamilton compétitif en Formule 1. Sinon, cet effet wow que Ferrari a reçu avec ce coup de pouce initial début 2025 s'évanouira rapidement avec les fans qui commencent à se retourner contre la Scuderia. Pour avoir recruté un pilote en fin de carrière. Il faut donc espérer qu'en 2026, Hamilton performe bien. Qu'il soit compétitif. Au moins au niveau de Leclerc. Pour lutter là-devant. Dans les positions qui lui reviennent. Mais parlons aussi de Red Bull et McLaren. Car il y a un défi entre ces deux équipes. Il faut parler de Red Bull et Racing Bull. Car McLaren accuse et la FIA observe. Le sujet est connu depuis des années et en 2025, il est revenu sous les projecteurs. Les équipes satellites en Formule 1 sont-elles vraiment indépendantes? Certains bénéficient-ils d'avantages structurels qui compromettent l'équité du championnat? La cible encore une fois est Red Bull. Ou plutôt, la relation très étroite entre l'équipe de Milton Keynes et Racing Bull. En théorie, chaque équipe de Formule 1 devrait être une entité autonome. Mais en pratique, certaines partagent propriété, personnel et intérêt. Dans le cas de Red Bull, le contrôle sur Racing Bull est presque total. Propriété identique, échange de composants autorisés par le règlement. Et des synergies opérationnelles à coût réduit. Et cela n'est pas passé inaperçu. Surtout après le cas de Laurent McTee. L'ancien de Ferrari est passé de la direction de Racing Bull à Red Bull. Sans même la période classique de gardening live. Un détail qui a fait froncer le nez à beaucoup. Et en particulier à McLaren. Andrea Stella a déclaré « Il faut un cadre plus équitable, sinon ce n'est pas du sport. » C'est un sujet complexe à aborder. De manière simpliste, a-t-il déclaré. Mais chaque équipe doit opérer de manière indépendante. Pour protéger l'intégrité du sport. Le problème n'est pas seulement éthique, mais aussi technique. En effet, une équipe satellite peut développer des solutions testées ailleurs. Elle peut bénéficier des informations stratégiques de l'équipe principale. Et peut influencer indirectement la course au titre. Par exemple en perturbant les rivaux dans leur stratégie de course. Et tout cela, selon McLaren, mine la crédibilité du championnat. La fédération a annoncé qu'elle envisagerait une révision des règles. Sur l'indépendance entre une équipe et une autre. L'objectif est d'introduire des règles plus strictes. Pour éviter des interférences directes ou indirectes entre équipes apparentées. Par exemple entre Red Bull et Racing Bull. Alors, que risque vraiment Red Bull ? Elle risque que chaque équipe ait ses propres infrastructures. Ainsi, Red Bull et Racing Bull seraient séparés. Le personnel ne pourrait pas passer librement d'une équipe à l'autre sans filtre. Comme dans le cas de Laurent McKay, qui est passé de team principal de Racing Bull à team principal de Red Bull. Et que les partenariats techniques soient limités et transparents. Donc, même dans l'utilisation de leurs propres unités de puissance, il existe une différence. Et c'est sûrement un sujet qui touche de près aussi McLaren, qui n'a pas d'équipe cliente. Car c'est elle-même une équipe cliente de Mercedes si l'on veut. En utilisant le moteur de l'équipe de Brackley, dont le siège moteur est à Brixworth. Mais en même temps, Red Bull bénéficie sûrement d'avoir une équipe satellite comme Racing Bull, qui peut mener un développement parallèle à celui de Red Bull, même en cas de nouvelle ère réglementaire. Même dans le cas d'une nouvelle ère réglementaire comme celle de l'année prochaine. En menant un développement parallèle, c'est comme s'ils développaient deux voitures simultanément. Et ensuite, ils se regrouperont en un seul projet. C'est un avantage non négligeable tant pour Red Bull elle-même que pour Racing Bull, qui peuvent aussi s'entraider en piste. Il faut un peu plus de clarté sur ce point. Et je suis d'accord avec la position de McLaren. Il faut une distinction plus nette entre ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Entre une équipe satellite et une équipe principale. Faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez de tous les sujets que nous avons abordés dans la vidéo. Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner, d'activer les notifications. Pour ne manquer aucune actualité sur la Formule 1 et Ferrari. C'est tout pour RAS, on se voit dans une prochaine vidéo.